Sur la rive québécoise de la rivière des Outaouais, aux abords de la centrale Carillon, un vaste parc récréatif perpétue la mémoire de Dollard Desormeaux et de ses compagnons. C'est à cet endroit qu'en mai 1660 se déroula la bataille du Lonceau, au cours de laquelle se joua le destin de Montréal. 16 Français, Dollard Desormeaux en tête, combattent 700 guerriers iroquois. La résistance acharnée de ces 16 hommes, avant de mourir, décourage l'attaque des Iroquois contre Ville-Marie, 40 000 en aval du Lonceau. C'était hier. Aujourd'hui, Montréal est une ville en plein essor et la centrale Carillon a été conçue pour aider à répondre à sa demande d'électricité aux périodes de pointe. Ces périodes de pointe sont les moments où la demande d'électricité est la plus forte. La principale fonction de la centrale consiste alors à intervenir avec tous ses alternateurs pour fournir la puissance supplémentaire requise. À l'occasion des Jeux de la 21e Olympiade, Montréal accueille les visiteurs du monde entier. Les oriflammes flottent au vent et la ville est en fête. Le parcours de la flamme olympique, qui est transportée du mont Olympe à Montréal, passe par la centrale Carillon, où a lieu une brève cérémonie. La flamme traverse alors la frontière naturelle entre l'Ontario et le Québec. Sur une distance de 600 km, la rivière des Outaouais sert de frontière entre l'Ontario et le Québec. Les deux provinces y exploitent chacune plusieurs centrales. Carillon est la plus importante, avec une puissance installée de 654 500 kW. La centrale doit être du type de l'usine barrage, construite en travers du lit de la rivière. Le barrage, la centrale, le poste, le déversoir et l'écluse forment un même ensemble continu. 1660, la bataille du Lonceau. 1960 nous donne cette image de la future centrale Carillon. Les travaux dureront 4 ans. Les bâtards d'eau qui assèchent le lit de la rivière sont élevés, puis les premiers forages sont effectués. Ces forages ont pour but de vérifier la structure du sous-sol sur lequel reposent les fondations. Les failles du roc sont repérées, puis bouchées avec un coulis de ciment afin que l'eau ne s'y infiltre pas. La construction d'un barrage exige un béton de très haute qualité. 1 450 000 tonnes de pierre sont réduites à la grosseur désirée dans l'usine de concassage, puis incorporées au béton. Les études de l'évacuateur de crue sont effectuées en laboratoire à l'aide d'une maquette construite à l'échelle. Avec le printemps, le chantier redouble d'activité. Pour acheminer vers la rive droite les camions affectés au transport du béton, il faut ériger un pont bêlé. Au printemps 1961, une fonte soudaine des glaces provoque une crue des eaux dépassant de beaucoup la normale. Le pont bêlé est emporté. Mais le béton doit arriver quand même. 2 remorqueurs viennent de Montréal.
40 fois par jour, ils remorquent des chalands et acheminent ainsi vers le chantier 320 camions, rendant possible une coulée quotidienne de 10 000 tonnes métriques. La traversée provoque un abaissement de la température du béton. Mais un nouveau malaxage le ramène à la température requise. Il est difficile de contrôler la température du béton une fois coulé, car des réactions chimiques entraînent une hausse de température. Il faut le réchauffer par temps froid et le refroidir par temps chaud. Des techniciens effectuent des vérifications constantes, non seulement au cours du malaxage et du coulage, mais également après la prise du béton. Le contrôle de la qualité prédomine tout au long de la construction. Printemps 1962. Le déversoir complété s'étend sur une longueur de 240 mètres. Ces 12 vannes peuvent, si le besoin s'en fait sentir en période de crue, laisser passer plus de 10 000 mètres cubes d'eau par seconde, soit 5 fois et demi le débit moyen de la rivière des Outaouais. Juste à côté du déversoir s'élèvera l'usine barrage. Au plus fort de la construction, 3000 ouvriers travaillent sur le chantier. Une fois terminé, une cinquantaine d'hommes suffiront à l'exploitation de la centrale. L'ouvrage dépasse l'échelle humaine, mais porte la marque de l'homme et le servira. D'ingénieuses et puissantes machines permettent d'accomplir un travail de géant. Mais la construction d'une centrale hydroélectrique fait aussi appel à de nombreux métiers. Sur la rive gauche, la centrale prend forme. Elle abritera 14 groupes générateurs d'une puissance totale de 654 500 kW. 14 turbines de type Kaplan, à pales orientables, entraîneront les alternateurs. Elles ont été choisies parce qu'elles ont un meilleur rendement que les autres sortes de turbines, lorsque la hauteur de chute et le débit de l'eau varient de façon importante. La centrale est longue de 400 mètres, large de 20 mètres et haute de 17 mètres. L'installation du rotor est une opération délicate. Chaque alternateur aura une puissance active de 46 750 kW. Un certain nombre de manœuvres s'effectuent automatiquement de Montréal, d'autres s'effectuent sur place. Afin de permettre le transport de l'électricité, 14 transformateurs situés sur le toit de la centrale élèvent la tension du courant produit par les alternateurs. La centrale Carillon est reliée à 6 lignes d'une tension de 120 000 volts, dont 5 contribuent notamment à l'alimentation de la région métropolitaine en électricité. Avant la construction de la centrale,
Les bateaux devaient contourner les rapides, en passant par un canal long de 10 km qui comportait une série de 7 écluses. Le passage exigeait 2 heures et demie. Ces installations ont été remplacées par une seule écluse, véritable ascenseur hydraulique qui fait monter ou descendre les bateaux en l'espace de 20 minutes. L'écluse est longue de 60 mètres. L'électricité est indispensable au développement d'un pays moderne. En construisant la centrale Carillon, l'Hydro-Québec participait à la croissance du Québec d'aujourd'hui.